Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on explore une question juridique et politique assez pointue au Cameroun. Oui, bonjour. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a-t-il, juridiquement, la capacité d'investir Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025? C'est la grande question. On va s'appuyer sur une analyse vidéo qui décortique la constitution camerounaise, mais aussi les pratiques internationales. Alors, allons-y. Oui, tout à fait. Et la source d'ailleurs fait bien la différence, c'est important, entre l'éligibilité personnelle de Maurice Kamto, Oui? ça semble faire consensus, a priori, et d'un autre côté, la capacité juridique du MRC, du parti, à le présenter comme son candidat. D'accord. Et c'est là que l'article 15 de la Constitution, alinéas 2 et 3, entre en jeu. L'article 15, c'est celui qui parle du fameux mandat impératif, qui l'interdit, je crois. C'est ça. L'idée qu'un élu, une fois élu, serait pieds et poings liés par son parti. Exactement. L'article 15 consacre le contraire, le mandat représentatif. C'est-à-dire que l'élu représente la nation tout entière. Pas juste son parti d'origine. Voilà. Et comme le rappelle l'analyse, ce n'est pas une spécificité camerounaise. Ah non. Non, ça vient de loin, Révolution française 1789, et l'article 15 camerounais est en fait très très proche de l'article 27 de la Constitution française de 58. D'accord, je vois. Mais alors, comment ce principe, assez général finalement, s'applique concrètement au MRC? L'analyse vidéo utilise des exemples, j'imagine. Oui, et c'est là que ça devient très intéressant, je trouve. Elle s'appuie sur un rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mhm. Un rapport qui porte sur ce qu'ils appellent le nomadisme politique. En gros, les élus qui changent de parti. Et ils ont regardé ça dans 23 pays et territoires francophones. Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Donnez-nous quelques exemples un peu marquants. Alors, prenons le Burkina Faso. En 93, 9 députés d'un parti claquent la porte, ils créent un nouveau parti, le PDP, D'accord. et ce nouveau parti est admis à l'Assemblée. Et puis en 2010, rebelote. Un autre député quitte son parti en cours de mandat, il rejoint une nouvelle formation, l'UTC. Et ça passe? Ça passe. Et on voit des choses similaires au Burundi, en Macédoine, en Moldavie. Des élus qui, une fois élus, changent de parti, créent de nouvelles formations, parfois même de nouveaux groupes parlementaires. Et ils continuent de siéger, mais au nom de leur nouveau parti, c'est ça? Précisément. C'est une conséquence directe, selon l'analyse, de l'interdiction du mandat impératif. Logique. Le député qui change de parti, il représente ce nouveau parti. Et d'ailleurs, l'analyse cite un cas camerounais aussi. Ah oui, alors. Lequel? En 2019, le député Oscar Edimond Doumbé, il avait été élu sous l'étiquette SDF. Oui. Il a démissionné du SDF et il a été accueilli officiellement au sein du groupe parlementaire RDPC. Ah d'accord. Ce qui a modifié de fait la composition issue des élections. Voilà un point clé alors. Donc si on suit cette logique, un élu qui aurait été élu, disons, sous une autre bannière et qui rejoindrait le MRC, il représenterait officiellement le MRC. C'est l'argument central de la source vidéo, oui. Elle réfute l'idée que la décision du Conseil constitutionnel, quand il proclame les résultats, fige l'appartenance politique pour toute la législature. Pour l'analyse, l'article 15, justement, redonne sa liberté à l'élu une fois qu'il est proclamé. Donc les élus qui ont rejoint le MRC, ils le représenteraient valablement. Et il y a une question de timing, si j'ai bien suivi, et une subtilité. Oui, et elle est cruciale. Selon cette analyse, l'affiliation politique qu'il faut regarder pour savoir si un parti peut investir un candidat, Oui. ce n'est pas celle du jour où les députés ou sénateurs ont été élus. Ah non? Non, c'est celle du jour où le corps électoral pour la présidentielle est convoqué. Ah, d'accord. Donc un élu pourrait changer de parti très tard. Jusqu'à la veille de cette convocation, potentiellement. Et du coup, habiliter son nouveau parti. Bon, alors, si on résume l'argumentation présentée dans la source, en vertu du principe du mandat représentatif, Oui. illustré par ces exemples internationaux et même un cas camerounais, les élus qui ont rejoint le MRC représenteraient légalement ce parti. Et comme c'est l'affiliation au moment de la convocation de la présidentielle qui compte, C'est ça. eh bien le MRC serait juridiquement apte à investir Maurice Kamto. Et potentiellement encore plus apte si d'autres élus le rejoignaient d'ici là. C'est exactement la conclusion de l'analyse. Présentée, je précise, non pas comme une opinion politique, mais vraiment comme une conséquence de l'interprétation de la Constitution, lue à la lumière du droit comparé et de la coutume internationale. D'accord. Après, bien sûr, la source le dit aussi, la décision finale d'emprunter cette voie ou une autre
Ça appartient à Maurice Kamto et à son parti, évidemment. Fascinant, tout de même. Ça soulève une réflexion, je trouve, plus large. C'est quoi, au fond, la nature du lien entre un élu et son parti, une fois l'élection passée? Surtout dans un système qui interdit le mandat impératif. C'est une vraie question. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.